Guerre de 39-45, une frontière infranchissable a divisé l'Europe en deux. Le rideau de fer. 3800 km de palissades, de barbelés et de murs séparant l'Europe de l'Ouest du bloc de l'Est. Pendant 40 ans. Qui s'en souvient? Que savons-nous, citoyens de l'Ouest, de ce que fut la vie de ceux qui, à l'Est, ont vécu de l'autre côté du rideau de fer? Vite, avant que les derniers témoins ne disparaissent, avec les historiens qui en conservent les dernières traces, nous avons voulu savoir ce qu'il restait encore de cette cicatrice de l'histoire. Je crois que c'est à 3 ou 4 ans que j'ai découvert qu'on vivait dans une sorte de bulle, qu'il existait un rideau de fer. J'étais à vélo avec mon père et mon frère. On est allé jusqu'à la sortie de České Velenice et d'un seul coup, on a découvert, moi j'ai réalisé pour la première fois qu'il existait un rideau de fer avec des soldats et qu'ils semblaient prêts à tirer, comme sur des envahisseurs, alors que nous on s'approchait sur nos vélos. Alors pour moi, ce jour-là, ça a été une découverte horrible, choquante. Et je dois dire qu'après ça, j'ai passé plusieurs très mauvaises nuits. 1945. L'Allemagne nazie est vaincue. La fin de la guerre fige au milieu de l'Europe les troupes de ceux qui sont Russes et Américains. Plusieurs décident du tracé des nouvelles frontières et du sort des populations. Sur l'ouest de l'Europe s'impose l'influence de l'Amérique capitaliste. À l'est, celle de la Russie communiste. Jusqu'en 1948, les populations circulent encore librement d'un côté à l'autre des frontières. C'était juste après la guerre. La frontière était la même. Les Russes sont arrivés les premiers. Ils montaient la garde et on s'entendait très bien avec eux. Une bouteille de vodka et on allait à Schöningen. Sur l'ancienne ligne de partage des vainqueurs, nous avons rendez-vous avec Gita. Née dans ce village allemand, en zone soviétique, mais travaillant comme bonne d'enfant 2 kilomètres plus à l'ouest, sous contrôle américain. Transfrontalière 2 fois par jour, pendant des années. La frontière, Gita, elle l'a vue naître. Ça s'est bien passé pendant des années. Tout d'un coup, j'ai voulu rentrer chez moi. Plus possible. Fermé. Bouclé. Tout s'est refermé alors qu'on n'aurait jamais cru ça possible. Les autres ne pouvaient plus sortir. Les hommes étaient coincés dans le village. Plus le droit de se parler à plus de 5. Les fêtes interdites. Quelque chose pouvait arriver. Winston Churchill, qui a mené l'Angleterre à la victoire, s'inquiète des agissements russes en Europe de l'Est, où les communistes s'imposent par la force, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne de l'Est. À Fulton, sur le sol américain, devant le président Truman, il glisse dans son discours une expression prémonitoire. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Ils ont construit les palissades et ont dit qu'on devait se protéger de l'Ouest, que c'était pour notre bien, pour empêcher d'être attaqués par l'Ouest. Voilà pourquoi ils ont construit la frontière qui est devenue de plus en plus tranchante, plus dure, plus tranchante pour nous. Alors quand le mur était là, si blanc, puis vous vous tenez devant, vous ne pouvez plus regarder par là. C'était un choc, un spectacle que je ne peux pas décrire. J'en tremble encore. Ce qu'ignore Gita est qu'une guerre froide s'est installée entre Russes et Américains à partir de 1948. Depuis mai 1952,
Une bande de 5 km de large sépare désormais les populations de l'Est et de l'Ouest. Un no man's land, d'où sont chassés ceux qui y habitent, réinstallés de force au-delà des barbelés. Les contacts familiaux sont rompus. Churchill avait vu juste. Un rideau de fer est tombé sur le continent. Partout. Enfin, presque. Quelque part en Allemagne, à cheval entre les provinces de Thuringe et de Bavière, un village va subir un destin encore plus inattendu. Le village a été divisé en deux parties par la frontière. C'était déjà le cas avant 1945. Le ruisseau qui coule constituait la limite administrative. Mais cela n'a jamais affecté la vie des villageois d'ici. L'auberge et l'école étaient situées dans la partie thuringe du village. Mais tous allaient à l'église du côté Bavière. Nous avons demandé à Susanne Burger de nous guider et nous raconter l'incroyable histoire du village de Mödlareuth. Historienne, née près d'ici, bien après le rideau de fer, Susanne puise dans les témoignages oraux collectés de ces dizaines d'habitants aujourd'hui disparus. Dès les années 50, des curieux venaient déjà à Mödlareuth depuis l'ouest pour voir cette clôture faite de planches qui s'élevait à hauteur d'homme. Au cours des années suivantes, un rideau métallique fut installé, puis 3 rangées de barbelés. Enfin, dans les années 60, le mur a été érigé, ce qui a donné au village son surnom de Petit Berlin, ce qui a attiré encore plus de monde. C'était une curiosité qu'un village soit divisé par un mur. Au milieu, il y a un fil qui court. En le heurtant, cela déclenche cette mine dormante. Et cette mine, en explosant, est capable de projeter plus de 80 éclats de métal alentour. Mais les villageois côté Est n'étaient pas autorisés à réagir ni à prendre contact, ou alors secrètement, en s'étant assurés que la patrouille des frontières soit passée, qu'elle ne t'ait pas aperçu à jeter un regard, fait un signe de la tête, ou même agiter la main. Ils ne peuvent même pas montrer qu'ils nous reconnaissent. Non, non, parce que c'est interdit. Quand je cueille mes poires, je vois la maison de mes cousines. Quand elles me reconnaissent, elles sortent leur mouchoir et le mettent sur le nez comme ça. Et ça, on ne peut pas l'interdire. Pour moi, c'est le signe qu'elles m'ont reconnu. De nombreux villageois de l'Est témoignent aujourd'hui combien c'était difficile pour eux. Qu'avons pensé de nous, ceux de l'Ouest? De quel genre d'humains avons-nous l'air? Vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas eu le droit de répondre à des gens qui vous adressent un signe amical, parce qu'il nous fallait faire comme si on s'en fichait. C'était dur. Plus dur encore, dans les années 80, à l'occasion de travaux pour lesquels quelques pans de murs ont dû être retirés. Pendant quelque temps, rien n'empêchait plus le contact visuel d'un côté à l'autre des deux États. Encore plus de curieux sont venus parce qu'il leur était possible de voir sans entrave l'Allemagne de l'Est, un pays étranger. Et le mur n'étant plus là, c'était pire. Les gens se tenant devant l'ouverture, essayant d'établir le contact et... C'est sordide à dire, mais on était presque content quand les travaux furent terminés. Si le rideau de fer a définitivement isolé les peuples européens,
un dernier point de passage est-ouest s'offre encore aux réfugiés, Berlin. Berlin est une île au cœur de l'Allemagne de l'Est, coupée en deux. Berlin-Ouest sous contrôle des Occidentaux et relié à l'Occident par la route, le rail, l'air. Berlin-Est, capitale de la République socialiste. Depuis 1945, les Alliés y ont maintenu de toute force le principe de libre circulation des citoyens berlinois à l'ouest comme à l'est. Berlin, dernier point de fuite dans le dispositif de 3800 km du rideau de fer. Berlin, qui exaspère le Kremlin depuis 1948, jusqu'à cette nuit du 12 au 13 août 1961. La construction du mur et le bouclage du secteur ouest avait été longuement prémédité par la direction du parti est-allemand. Mais le feu vert a été donné par Moscou. À Berlin, nous nous glissons dans l'agenda d'Axel Klaus-Mayer, directeur du Mémorial du Mur, historien-chercheur, spécialiste des relations Est-Ouest. La RDA avait perdu 1/6 de sa population totale au moment de la construction du mur en 1961. 2,7 millions de personnes avaient quitté le pays, dont une grande partie par Berlin. Il était relativement aisé, depuis Berlin-Est, de passer à l'ouest simplement en prenant le métro. Il faut reconnaître qu'il s'agissait d'un coup de maître technologique cette nuit-là pour parvenir à fermer toute la frontière du secteur ouest. Pas complètement, mais presque. Bien sûr, il y avait encore beaucoup d'évasions. Au cours de la première année du mur, au moins 26 personnes sont mortes en tentant de s'échapper d'est en ouest. Mais avec le temps, le système s'est amélioré. Cyniquement, le système s'améliore à mesure que les gens tentent de fuir. Et la plupart sont capturés avant leur tentative. Pas seulement parce que les installations s'améliorent, mais parce que la police secrète surveille mieux les gens. Sondern auch weil die Stasi die Menschen besser überwacht. J'étais avec ma mère qui, à l'époque, était en train de cueillir des champignons. Nous sommes revenus dans l'après-midi et il y avait du bruit partout dans la rue. Un mur a été construit à Berlin. Je dois dire que je ne savais pas quoi en penser. J'avais 15 ans. À 15 ans, je ne me sentais pas enfermé. Nous avons tous eu une enfance relativement heureuse et toutes les questions politiques ne nous ont pas effleurés ni touchés. Les jeunes filles m'intéressaient, c'était plus important. Quand j'ai demandé à mes amis allemands de l'Est s'ils avaient dans leur famille quelqu'un ayant vécu une histoire particulière de ce côté-là du rideau de fer, ils se sont souvenus d'Hans Jürgen. Son histoire, ils n'en savaient trop rien. Dans chaque famille de l'Est, il y a un Hans Jürgen, à la biographie souvent bien enfouie. Je suis un enfant de l'après-guerre, né en 1946 à Chemnitz, qui était une grande ville industrielle, détruite à 75%. Mon enfance s'est passée dans les ruines, jusqu'à ce que je commence l'école en 1953. L'Ouest était d'une certaine façon là où la plupart des gens voulaient aller.
Bien sûr, on a déchanté, mais à l'époque, les gens ne voulaient rien d'autre. Ils voulaient voyager, ils voulaient voir quelque chose, ils voulaient de meilleures conditions de vie. Et bien sûr, ils avaient toutes les possibilités de s'informer sur la radio et la télévision. On avait des images du monde occidental. Les autorités à l'école nous demandaient régulièrement si on écoutait la radio de l'Ouest à la maison. C'était presque comme le Troisième Reich. Vous n'aviez pas le droit d'écouter la BBC. Et on vous demandait à l'école « Quel programme regardez-vous à la télévision ouest-allemande? Quelle chaîne ?» Si nous écoutions par exemple la radio américaine de Berlin, une voix du monde libre. Mais comment surveiller 30 millions de citoyens depuis l'école primaire? Comment appréhender les fuyards avant qu'ils ne s'échappent? Les confondre à peine l'idée de fuir leur traverse l'esprit. Les républiques socialistes adaptent pour cela une arme absolue venue de Moscou, la police secrète. La mission de la sécurité de l'État, la Stasi, était celle d'une police secrète qui veillait aux intérêts politiques du parti, y compris en veillant à ce que les habitants de la RDA restent et ne fuient pas vers l'Ouest. Roland Jahn, opposant politique en Allemagne de l'Est, bête noire de la sécurité de l'État, la Stasi, surveillé, dénoncé, emprisonné, déchu de nationalité et finalement extradé à l'Ouest, mais de retour en conservateur des archives de la Stasi. Qui de mieux pour en décrypter la mécanique? La Stasi a eu recours à diverses méthodes de surveillance. Bien entendu, elle a développé toutes les techniques pour cela. Fouille des appartements, surveillance vidéo, écoute. Des kilomètres de films et de bandes de surveillance sont désormais accessibles aux historiens comme aux citoyens. Une véritable cinémathèque d'espionnage, censée rendre étanche le pays. Des faits suspects étaient détectés, des indices étaient rassemblés, et voilà. On pouvait fonder nos soupçons qu'une personne s'apprêtait à fuir à l'Ouest. Ce rideau de fer a fait s'adapter les gens à cette dictature. Ce rideau de fer a fait se résigner les gens. Ce rideau de fer a fait démissionner les gens. Ils ont dû composer avec les circonstances, s'y adapter parce qu'ils ne pouvaient pas quitter le pays. Et se sont donc souvent retirés dans une bulle privée. Ce sont là tous les effets de ce rideau de fer qui ont façonné une société sans liberté. Ah, voilà un vieil ami à moi, Wolfgang. On se connaît depuis 50 ans maintenant. Et malheureusement, il était aussi avec la sécurité de l'État et m'a espionné. On peut dire que je n'ai rien remarqué jusqu'à mon arrestation. J'avais 7 informateurs qui traînaient dans les parages et je n'en ai pas remarqué un seul. « 1968 fait souffler un vent de liberté partout en Europe. Et un souffle plus fort encore en Tchécoslovaquie, qui invente le socialisme à visage humain. Liberté de s'exprimer, liberté d'entreprendre, liberté de circuler, liberté que les chars soviétiques vont écraser au mois d'août. Ils sont venus avec des soldats. Ils veulent tout tenir par la force. Ils veulent tout casser. Ils ont des tanks, ils ont des armes. L'onde de choc, démoralisante et terrible. Et davantage encore dans les pays de l'Est qui ne s'étaient pas révoltés, mais y avaient vu un espoir. Je n'ai écrit mes pamphlets qu'en 1968, l'année clé où les chars russes sont entrés dans Prague.
C'est là où j'ai vraiment commencé à écrire. Nous, les étudiants de Chemnitz, nous sommes contre l'invasion de l'armée russe à Prague. Je les ai reprographiés et je les ai mis dans les boîtes aux lettres. C'était insensé. Vous écrivez un petit pamphlet et vous prenez 4 ans de prison. Cela montre aussi à quel point le système n'était pas sûr de lui. L'écrasement du printemps de Prague achève d'isoler définitivement 400 millions d'Européens à l'Est. Désormais, il leur faut se résoudre à vivre derrière le rideau de fer. Vivre heureux, résignés, à l'abri, révoltés. Depuis l'Ouest, on les plaint. Mais en réalité, qu'ont-ils vécu? Pour comprendre tous les sentiments contradictoires qui ont animé ceux de l'autre côté, Muriel Blev, chercheuse à l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires de Prague, arpente depuis 20 ans les rues d'une petite ville tchèque, České Velenice, à la frontière de l'Autriche. Elle en a fait son laboratoire et de ses habitants, ses informateurs. České Velenice est un cas très spécial parce que la ville est si près de la frontière. Déjà en 1938, on avait créé un premier exemple de barbelés pour essayer d'empêcher l'Allemagne nazie d'entrer. Donc c'était pas leur première expérience de barbelés en fait. Et il y avait quelque part dans l'inconscient collectif la notion très forte que cette rangée de barbelés, elle est là pour protéger les Tchèques et non pas pour les attaquer. České Velenice aurait dû être évacué, comme tous les villages situés sur la frontière même. Mais, annexé par les Allemands dès 1938 et reconquis après-guerre, le village est devenu une fierté nationale tchèque. Pas question de le supprimer. Ici, c'était, comme on dit, un alluvion de gens venus d'ailleurs. C'était dû à l'ouverture d'une grande usine qui a fait venir des 4 coins du pays des gens en recherche de travail et de logement bon marché. Parce qu'ici, on leur fournissait même le logement. Marcela, employée des chemins de fer tchèques. L'État fournissait une école pour les enfants, les formait. Rien n'était payant, les soins médicaux étaient gratuits. On vivait serein en quelque sorte. Il fallait suivre le mouvement. Il ne fallait pas trop se démarquer. Si quelqu'un se faisait remarquer, il se faisait immédiatement taper sur les doigts. Dès lors, ses habitants et les autorités ont dû composer une vie en bordure du rideau de fer. Une vie compliquée comme ailleurs dans le pays, mais ici compliquée fois 100. La piscine, par exemple. Cette piscine était très appréciée des ouvriers, donc elle était dans le no man's land. C'est comme si à Berlin, on était dans l'espace plat qu'il y avait entre les deux murs. Ça paraît assez incroyable, mais il était un peu hors de question d'empêcher les ouvriers d'aller se baigner. Il y avait certes 2 tours de contrôle avec des policiers en mitraillette au sommet, prêts à tirer sur quiconque essaierait de passer. Il fallait présenter sa carte d'identité ou son passeport pour rentrer dans la piscine. Il fallait venir avec le moins d'équipement possible, parce qu'un petit sac, évidemment rien qui puisse montrer qu'on avait l'intention de s'échapper. Et on pouvait s'approcher littéralement à 2 mètres de la frontière. Tout était comme ça en fait. Tout fonctionnait par un échange, une négociation en fait, une certaine négociation sociale entre le régime d'un côté et la population de l'autre. Et České Velenice, c'est un excellent exemple parce que la situation est tellement particulière, parce que c'est tellement près de la frontière, donc on voit les choses de façon peut-être plus évidente qu'ailleurs, mais c'est un principe qui s'applique à toute la dictature communiste. Une barrière imperméable à 100% partout, ce n'est pas possible. Donc les gens réussissaient à passer. Ils profitaient de la météo, du fait qu'ils connaissaient bien les conditions. Mais il y avait aussi des passeurs qui dupaient les gens, juste histoire d'obtenir leur argent avant de les dénoncer. Ils les attiraient d'une façon ou d'une autre à un endroit donné, et là, les policiers les attendaient. Je me souviens que quand j'étais petit, je passais beaucoup de temps à la gare parce que ma mère travaillait au magasin qui s'y trouvait. Et je les voyais contrôler les dessous des wagons.
avec les chiens qui reniflaient et les toilettes qui étaient vérifiées à plusieurs reprises pour éviter toute évasion de la Tchécoslovaquie. Jaromír, adjoint à la mairie de České Velinici. On entendait parfois parler du fait que quelqu'un avait essayé de s'enfuir en Autriche, qu'il y avait eu des coups de feu quelque part ou que quelqu'un avait été abattu. Mais il était interdit de présenter ces informations de façon officielle. Et si c'était le cas, de toute façon, toute personne ayant tenté le coup était un ennemi d'État. Et donc, qu'il soit abattu pour l'exemple ou emprisonné, cela était présenté comme la meilleure des solutions contre ses ennemis. C'est une ville qui s'est construite autour de gens venus d'ailleurs. Des habitants véritablement autochtones, il y en a très peu. Ils ne se connaissaient pas. Tout le monde se méfiait de tout le monde. Même des gens ordinaires appelaient la sécurité. Un tel ne nous revient pas. Il y a une voiture inconnue garée devant la maison d'une telle. Mais de qui s'agit-il? Qu'est-ce qu'il fait? Mais ce sont des circonstances qui voulaient ça. Ils voulaient une école pour leurs enfants, un logement. Ils voulaient s'acheter une voiture. Ils voulaient partir en vacances, par exemple au lac Balaton en Hongrie. Et c'était souvent ce qui les poussait à dénoncer leurs voisins. Ou simplement pour l'achat d'une nouvelle machine à laver. Revenir, sans cesse, auprès des témoins dont la méfiance s'émousse au fil des ans, et cueillir un récit jamais confessé. Telle est la méthode de Muriel Blève. Une méthode qui paye, en cette fin d'après-midi, dans la chaleur de l'atelier des frères Charvat. Il fallait que j'aie un laissez-passer. Et on était tout le temps surveillés par des soldats. Nous, on y allait pour faire sauter les souches et les roches, et eux, ils installaient des barbelés. Les frères Charvat, anciens ouvriers de rideau de fer. Je me demandais tout le temps pourquoi moi, alors que ma mère était française. Moi, j'avais ce laissez-passer pour aller dans cette zone. Il avait peut-être 9 étoiles, mon laissez-passer. Et quand j'ai demandé ce que c'était, c'était un laissez-passer qui me permettait d'y aller sans être surveillé. J'avais le droit d'aller seul dans cette zone. Bon, je laissais tomber. Je ne travaillais plus, je travaillais déjà ici. Et puis un jour, j'étais au café à boire un coup, et Bachta, le vieux Bachta, s'est assis à côté de moi. Bon, et il était saoul. Et alors, il s'est mis à me parler de ma mère, de mon père et de moi. Et moi, je le regardais, et lui, il me dit « Putain, tu ne sais pas pourquoi tu avais se laissé passer pour aller dans la zone. On espérait que tu t'échappes. » Et moi, mais pourquoi? Pour qu'on puisse choper votre famille. Mais moi, je me suis jamais échappé, alors je les ai déçus. On apprenait des choses comme ça, après des années. De toute façon, s'il n'avait pas été bourré, il m'aurait rien dit. Il m'a tout déballé, absolument tout. Ils étaient complètement certains que je prendrais mes clics et mes claques. Ils croyaient me connaître. Mais que dalle. La vaste majorité des gens n'avaient pas envie de partir. Et pour la vaste majorité des gens, c'était un peu égal quel genre de régime politique ils avaient, tant qu'ils avaient de quoi manger, de quoi vivre, de quoi avoir une vie minimale. Donc ceux qui voulaient vraiment sortir ont beaucoup ressenti le régime communiste comme une imposition désagréable, mais la plupart non. À ceux qui en ont assez des petits arrangements avec le système, à ceux qui ont peur d'être dénoncés ou d'avoir à dénoncer, à ceux qui ne se consolent pas des révolutions manquées, à ceux qui espèrent un passeport, un visa depuis des années, que leur reste-t-il? Fuir, franchir le rideau de fer à n'importe quel prix, comme Stibor, Irena, Miroslav,
qui ont longtemps gardé secret le récit de leur fuite, par honte ou par pudeur. Comment leur est venue cette envie de fuir ? La première fois que j'en ai pris conscience, c'était quand je jouais au volley, dans l'équipe des juniors. On est allé en Italie. Quand on a passé la frontière avec l'Autriche, j'ai eu l'impression que l'herbe était plus verte et que les gens étaient plus décontractés. Je trouvais tout plus joyeux, pas aussi gris qu'en Tchécoslovaquie. Ce que j'aimais, c'était la joie dans les yeux des joueuses. Ils appellent ça de l'enthousiasme. Mon engouement pour l'Amérique m'a conduit à vouloir suivre un entraînement de pilote dans l'armée tchécoslovaque pour partir à l'ouest par les airs. C'était mon projet. En 1953, j'ai passé les examens de l'Académie d'aviation de Prague et j'ai été reconnu comme pilote. Mais, comme bien évidemment, j'avais tenu des propos politiques à l'école, je n'ai pas été inclus parmi le personnel de bord, mais on m'a proposé de devenir spécialiste aérien au sol. Et donc, j'ai décidé, si je ne peux pas passer par les airs, je le ferai à pied. Mon père a décidé de passer en famille en Yougoslavie. Et nous sommes allés au poste de Louny, où on émettait les passeports. Mon père et ma mère sont entrés à l'intérieur pour les récupérer. Et ils n'ont pu avoir que ceux pour ma mère, ses sœurs et sa nièce. Pas pour nous, mon père et mes frères. Ils disaient qu'on pourrait voyager l'année suivante. Mon père s'est fâché. Il a pris l'employé par le col, l'a jeté contre le mur et a dit « Salopard de communiste, je vais me barrer ». Il est monté dans la voiture et on est parti. Je connaissais très bien la région de Vranov. Et un ami et moi avons donc décidé de nous y rendre. Et sous prétexte d'un petit boulot dans une ferme d'État, nous avons pu pendant 14 jours travailler tout proche de la clôture embarbelée et y observer les déplacements des gardes. Il y avait des miradors, bien évidemment, qui étaient parfois occupés. Et à certains endroits, c'était une clôture à haute tension. La frontière disposait également d'une zone à vue entièrement défrichée. Un soldat est arrivé. Il a glissé la tête dans la voiture et nous a demandé si on avait des passeports. Mon père lui a montré les passeports qu'on lui avait donnés, c'est-à-dire ceux de ma mère et de ma sœur. Et le soldat a dit « C'est bon, je vais vous donner 100 couronnes. Et s'il vous plaît, quand vous reviendrez dimanche, rapportez-moi du chocolat. » Le deuxième soldat, à l'autre poste, a commencé à demander en criant ce qui se passait et pourquoi ça prenait tant de temps. On a passé la première et la deuxième barrière et près de la troisième, mon père a arrêté la voiture. Mais avant qu'on arrive jusque-là, il nous avait déjà dit ce qu'il fallait faire. Descendre et s'approcher de la dernière barrière. On dormait là-bas et on jouait des matchs amicaux contre la Hollande. Et le dernier jour, quand on nous a laissé faire quelques achats, on devait toujours y aller au moins à 3. Et quand on rentrait, il fallait toujours rédiger un rapport, dire avec qui on avait parlé, qui on avait rencontré. Et donc nous, on avait toujours peur de parler avec les gens du pays. Je n'avais pris qu'un tout petit sac dans lequel j'avais mis mon passeport et 100 marks. Et quand les filles sont allées au magasin, je leur ai dit que ce magasin ne me plaisait pas et que je les attendrais dans un autre magasin. Et je suis allée à la gare. J'ai été surprise de voir que les trains étaient à l'heure.
Quand on m'a dit au guichet que le train pour Amsterdam partait dans 1 minute, j'ai fait les yeux ronds parce qu'1 minute, ce n'était pas possible en Tchéquie. Les trains avaient toujours du retard, toujours. Il y avait, à proximité de ces barbelés, un affût surélevé, comme pour les chasseurs. Et nous en avons utilisé l'échelle. Je suis grimpé en haut, j'ai fait tomber l'échelle d'un coup de pied, et nous l'avons installée sur le poteau à cause du courant à haute tension. Nous avons sauté par-dessus la clôture. Bien sûr, cela n'était pas tout. Il nous fallait traverser la zone défrichée. Des céréales poussaient à proximité. Donc nous avons rampé comme des soldats jusqu'à la frontière autrichienne. Et là, nous sommes tombés sur des paysans autrichiens du village de Rigersburg qui nous ont dit dans le plus grand calme « Faites comme si vous travailliez au champ pour nous ». Quand on est arrivé près du garde, on a vu que le galonné, l'officier, avait sorti son arme. Je le vois faire, je regarde l'arme, et à ce moment-là, mon père se retourne, et il dit « Maintenant ». Évidemment, mon père s'est mis à courir. Tous les autres aussi, en passant sous la barrière, de l'autre côté. Et les 2 soldats qui étaient les plus près ont commencé à tirer sur la famille. Moi, je suis resté debout près de l'officier qui me tenait par l'épaule. Mon frère Karel avait reçu une balle dans la cuisse et il était tombé. Là-bas, il se cachait derrière une voiture qui prenait des balles. Et moi, ils m'ont emmené. Là-bas, j'ai regardé les grandes vitrines avec les filles derrière. Et je me disais, ça, c'est pas la Hollande. Ça peut pas être la Hollande. Et je me disais, j'ai fait le pas. Je peux plus revenir en arrière. Je me rendais compte que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Je suis allée au poste de police. Là-bas, un policier était assis, les pieds sur la table. Il était très gentil. Il se balançait, il se disait encore une touriste. Je lui ai donné mon passeport et je lui ai dit « Ich bin eine Immigrante. Ich möchte nicht zurück. » Je ne veux pas retourner là-bas. Nous sommes donc arrivés à Vienne sans problème et nous y avons demandé l'asile politique. Ils m'ont mis dans un orphelinat, à Vodnany. Là-bas, j'étais un orphelin parmi d'autres. Et la première semaine où j'étais à l'école, un monsieur est venu me voir et m'a dit que j'allais retrouver ma famille. On m'a mis dans une voiture et on m'a emmené loin de l'aéroport, dans les champs de blé. Et là-bas, il y avait une limousine avec dedans mon père et ma mère qui m'ont accueilli. Évidemment, c'était formidable. Ensuite, j'ai appris tout ce qui s'était passé en Autriche. Mes frères et sœurs et mes parents m'ont tout raconté. Et ils m'ont dit que c'était une affaire très gênante pour la Tchécoslovaquie parce qu'ils avaient tiré du côté autrichien et que tous les États voisins avaient entamé un boycott. Irena a intégré l'équipe de volley néerlandaise, 2 fois championne du monde. Stibor et sa famille ont émigré au Venezuela. Quant à Miroslav, formé à l'espionnage à l'ouest, il s'est fait prendre en tentant de repasser la frontière dans l'autre sens. 15 ans de prison. Sous l'impulsion obstinée de l'Ostpolitik, la politique de l'Est, voulue par le chancelier ouest-allemand Willy Brandt, ancien maire de Berlin, les années 70 inaugurent une période de détente de chaque côté du rideau de fer. Les 2 Allemagnes se reconnaissent mutuellement et les accords d'Helsinki, conclus en 1975, garantissent la libre circulation des personnes. C'est la lune de miel qui commence. En quelques années, les échanges commerciaux explosent et les demandes de visa, pareil. Accordées en masse vers l'Est, au compte-gouttes vers l'Ouest. Dilemme. Comment permettre à tout ce petit monde de circuler librement à travers une frontière conçue pour ne laisser passer personne? Réponse, Marienborn.
C'est une installation d'une conception très moderne qui permettait de traiter les millions de voyageurs qui transitaient entre l'Ouest et l'Est, utilisant une technologie efficace. Susanne Baumgartel, historienne, fait partie de ceux qui défendent l'idée de garder intact ce vaste et détesté poste de douane. Elle en est devenue la conservatrice. Située à mi-chemin de la frontière des deux Allemagnes et de Berlin, Marienborn, devenue lieu de mémoire, perpétue le souvenir des milliers de gens qui s'y sont croisés. Ce poste frontière devait être sécurisé comme un goulot d'étranglement entre l'Est et l'Ouest. Cela a fonctionné grâce à un gros déploiement de personnel avec des agents de la Stasi, de la police. On s'intéresse surtout aux ressortissants ou visiteurs vers l'Est. Possèdent-ils des choses qu'ils n'ont pas le droit d'introduire dans le pays? Tout ce qui était presse de l'Ouest, journaux, magazines, ne pouvait pas entrer, comme tout bien non autorisé en RDA, les disques, les cassettes. Là-dessus, ils étaient intraitables. Chaque voyageur venu d'Europe ou d'Allemagne de l'Ouest était un ennemi en puissance. Voilà pourquoi l'entrée était très contrôlée. Chaque plaque d'immatriculation était scrutée. Le voyageur recherché dans l'index des suspects. Les employés du contrôle des passeports étaient en fait tous des agents de la Stasi camouflés. Les voyageurs ne s'en doutaient pas car ils portaient des uniformes de douaniers afin de vous laisser l'ignorer. Aussi, on infiltrait au moment du recrutement des douaniers des agents de la Stasi pour les espionner. Il y a des pages et des pages de rapports d'agents de la Stasi qui surveillaient leurs collègues douaniers. Qu'est-ce qu'ils se sont dit pendant la pause? Lesquels ont regardé la télévision ouest-allemande? Lesquels ont feuilleté un magazine et pendant combien de temps? Les années 80 sont paradoxales. Jamais le rideau de fer n'aura été aussi efficace, mais jamais l'adhésion des populations au régime socialiste aussi faible. Depuis l'ouest du rideau de fer, les images d'une société d'abondance n'en finissent pas de narguer l'appétit consumériste de ceux de l'Est. Il leur suffit de changer de chaîne pour s'en apercevoir. La propagande d'État s'obstine à fabriquer le mythe d'une république socialiste saine, vigoureuse, collective, solidaire. Une guerre des images qui dure depuis 30 ans. Et dans un monde sans Internet, sans smartphone, faire circuler une image qui dérange relève de la haute trahison. C'est l'une de mes photos les plus célèbres. On a pris le métro et j'ai commencé à prendre des photos de ces trois messieurs. Trois hommes fatigués. Ce n'est pas comme ça habituellement qu'on montre les travailleurs est-allemands. Ils partent au travail pleins d'énergie. Quelqu'un de fatigué, ça n'existe pas. La contradiction entre la représentation officielle de la RDA et la réalité était énorme. Des ouvriers fourbus, une jeunesse dite décadente, des bâtiments d'État déprimants. Harald Hauswald s'est fait la spécialité de regarder sa ville de travers. Photographe ironique dans un pays qui ne rigole pas. Par la suite, j'ai été suivi constamment, pendant 12 ans, de 77 à 89. 1er mai. Et le 1er mai, il faisait toujours beau.
aucune idée de comment il faisait. Mais cela justifiait le dicton. Au 1er mai, il fait toujours beau et c'est grâce au parti. Or, à la fin de la manifestation, il y a eu soudainement une averse de pluie et du vent et le dernier groupe des jeunes communistes a été tourmenté. Alors la Stasi a examiné le cliché. Oui, c'est l'abandon du drapeau. Et ils ont l'air complètement confus, désorientés politiquement. Et c'est ce que je voulais montrer. C'était mon intention avec cette photo. Et quand le Stern, le journal, a titré en double page « Désertion, l'État abandonné par sa jeunesse », c'était exactement la même idée. Comme la Stasi l'avait perçue, mais d'un autre point de vue. Pour eux, j'étais le méchant. J'avais mal interprété le socialisme. Mais Coco, c'est la réalité, tu ne l'as jamais remarqué? Ou bien ils ne voulaient pas l'admettre, la réalité. Contre toute attente, c'est de l'Est que viendra le coup fatal porté contre le mur de Berlin, le rideau de fer et le bloc communiste. Une vague de contestation qui emportera tout sur son passage, une colère qui commence au mois d'août 1980. Si c'est comme ça, lundi, je vais mettre tout le pays debout. Je vais lancer une grève, transmettez-le. J'en ai assez des plaisanteries et des manœuvres, sachez-le. Transmettez ça au gouvernement. Lundi, probablement, je donnerai l'ordre de grève générale. Merci. En Pologne, Lech Walesa, leader du syndicat Solidarność, fait tomber le régime communiste abandonné par Moscou. Là-bas, c'est le président lui-même, Mikhaïl Gorbatchev, qui liquide la vieille garde du parti et impose sa révolution économique, perestroïka, et la transparence politique, glasnost. Rappel à tous les participants du train Bruxelles-Pékin, ne laissez pas la nourriture dans l'allée des voitures. C'est un appel pressant de nos amis soviétiques. Le bloc de l'Est vacille, mais reste largement impénétrable. Or, c'est pourtant à travers ce continent interdit que se lancent ceux qui en seront, sans le savoir, parmi les derniers témoins. Quand le train est parti, ça par contre, ça a été, je me souviens, un moment extrêmement intense. Les gens pleuraient dans le train, les gens étaient tellement heureux, tellement fiers. Et dans quelques 5 minutes, vous retrouverez la petite prose du transsibérien. Apprentis journalistes, comédiens, architectes, musiciens, entrepreneurs, à l'initiative d'un comité de jeunesse, 300 Belges de 18 à 25 ans embarquent dans un train spécial avec le projet de nouer des liens avec ceux d'en face, ceux de l'autre côté du rideau de fer. À l'époque, l'Est, je veux dire dans sa globalité, ne voyait pas d'un bon œil arriver 300 jeunes occidentaux décadents, d'autant qu'on avait bariolé le train à l'extérieur, donc c'était quand même un peu effrayant. On savait qu'on n'était pas attendu, les bras ouverts partout. Je me souviens que l'Est, s'il fallait le résumer à une couleur, en tout cas ce serait gris, un peu sordide, triste et quelque chose qu'il fallait traverser à toute vitesse et plutôt de nuit. Bernard Paulet, apprenti journaliste, et Christian Delvaux, régisseur débutant, étaient du voyage. En tout cas, le rideau de fer, on savait qu'on allait le traverser de nuit, on savait qu'on n'allait pas faire d'escale, mais on savait que les contrôles allaient être plutôt pénibles. On a vu des barbelés, parce qu'on voulait voir ça quand même, on était quand même intrigués, impressionnés. On avait plutôt les chocottes en fait. On s'est bien rendu compte qu'il y avait un monde de différence, qu'il y avait d'y avoir 15 ans de différence. On s'est baladé dans les rues, on a rencontré des moscovites. Et nous sommes intéressés justement à établir les contacts avec les jeunes de Belgique.
ils étaient mais raides dingues de l'Occident, par contre, de ce qui était pour eux quand même ce qui était l'aboutissement de la liberté. Ça, très fort, on sentait qu'il y avait cette envie ils voulaient tout comprendre, tout savoir, qu'on leur raconte notre façon de vivre. Et carrément, oui, nos jeans, ça c'était une obsession sur les jeans. La culture des gens là-bas m'a impressionné. À cette époque-là, effectivement, il n'y a pas un Russe qui n'aurait pas été capable de vous parler longuement de grands auteurs classiques français, etc. À une époque où, chez nous, voilà, il y avait moyen de vivre sa vie en n'ayant jamais ouvert un Balzac. Il y avait, je sais pas, plus de solidarité, plus de chaleur, plus d'accueil. Et ça m'est allé très loin. Le départ de Moscou a pris un peu de temps, le temps de charger le matériel. Pour passer le temps, il y a des jeunes qui ont commencé à danser. Il y avait des gens du cirque qui ont commencé à faire leur animation habituelle, de la jonglerie, etc. Et tout de suite, il y a eu un dispositif de sécurité qui s'est mis autour de nous. Et donc, on a empêché la population locale de nous approcher. Et ça a été extrêmement mal vécu par les jeunes de l'époque. Donc, on a bousculé ces barrières. Il y a eu des échauffourées un peu avec la police qui s'est un peu énervée, et on a senti que des jeunes moscovites étaient un peu avec nous. Alors il y avait une espèce de côté un peu scout, on s'est compris, on est tous contre la police, on va s'en sortir, on est avec vous. Tu vois, il y avait un peu ce côté super naïf, mais en même temps, il y a eu à ce moment-là ce côté-là. On a surtout pris conscience de notre liberté, de la chance que l'on avait à l'époque de vivre là où on vivait, d'avoir ce confort, d'avoir cet accès aux médias, d'avoir cet accès à la liberté d'expression. On a surtout pris conscience en fait de nos acquis et de nos avantages. On a rencontré des gens intelligents, des gens militants, des gens qui n'étaient pas dupes, des gens qui étaient très informés sur ce qui se passait en Occident. Et on sentait de nouveau chez les jeunes une volonté quand même de s'émanciper. On n'a jamais pensé du tout que le mur allait s'effondrer, mais on sentait en tout cas que la jeunesse allait... Enfin, il fallait qu'il se passe quelque chose, il fallait qu'on réponde à leurs aspirations, c'était plus possible, quoi. Ça, je pense qu'on l'a senti. Comme les coutures d'un vêtement trop petit qu'on enfile rapidement, le rideau de fer craque de toutes parts, en quelques mois, en quelques jours, en quelques heures seulement. Au mois d'août 1989, les bourgmestres de deux villes voisines, à la frontière de l'Autriche et de la Hongrie, décident d'organiser un pique-nique pan-européen. Comment se rejoindre? On découpera pour l'occasion un morceau du rideau de fer. L'idée s'ébruite, et c'est par centaines que des ressortissants de l'Est s'invitent au pique-nique et passent à l'Ouest. D'autres brèches s'ouvrent bientôt dans les barbelés et par milliers affluent les réfugiés. En Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, les partis communistes débordés ont déjà lâché le pouvoir. Et puis, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, une foule de Berlinois se presse aux abords du mur. Le bruit court que la frontière va s'ouvrir. Les gardes-frontières hésitent. Les ordres ne sont pas clairs, les contre-ordres non plus. Et c'est finalement, sur un malentendu, faut-il le croire, que le mur est abandonné aux Berlinois. Cet instant est pour moi unique. C'est trop beau. Je suis spécialement venu pour voir ça. Je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à y croire. Je profite de la confusion générale pour aller voir mon oncle, et puis je reviens. C'est incroyable, ça fait 1 an que j'habite près du mur. Je le regarde, et maintenant je peux le franchir. En quelques heures, le rideau de fer n'est plus rien. En quelques mois, il est démantelé. En quelques années, il est supprimé du paysage. Ce qu'il en reste est dérisoire. Ce qu'il en reste de visible.